Hello everyone, my name is Muaf Qaedi. I was with the Innovcom 2 weeks ago presenting a similar topic. I've talked about RAG, and I'm happy that there is a colleague that covered this topic today, so we can skip through all introductions about LLMs, about RAG, and deep dive into agentic AI. So, 2 years ago, 3 years ago, there was a new technology on the market called large language models. Everybody uses it today. 2 years ago, there was another new technology called RAG, and it became mature with cloud services. My main focus is Microsoft Azure, and this year, a very new brand technology on the market, which is agentic AI. And we are moving from traditional softwares where everything needs to be programmed explicitly to agentic softwares. Agentic softwares are softwares that are capable to reason by themselves and make decisions by themselves. It's the first time in human history we are witnessing this, and it's open source. So today, we will not deep dive into theoretical aspects. We will just go through the main concepts and show you something that works in life. So, the summary was about RAG introduction. It was already made, advanced RAG 2. The multi-model, it will take time, so we're going to skip it, and we're going to go straight to agentic RAG and then the workshop. So, what is agentic AI? Agentic AI is having the normal concept of agents in reinforcement learning, but they are based on large language models. The novelty of them in 2020, the late 2024 and early 2025, that these LLMs are powered by RAG technologies. For me, I'm using Microsoft Azure to deliver these solutions. And like my colleague, he talked about proprietary data. It cannot be exposed publicly, or at OpenAI, they cannot save it. So we need solutions to protect our privacy. And this is a vanilla example where we have multiple agents interacting with different environments. And why it's vanilla? Because we have an expert agent in web search, expert agent on your chosen platform to send messages to your colleagues and loved ones like Slack, an expert agent to browse all your Gmail. What's going to do, and also we are building on top of the this morning workshop. What you have seen with my colleague this morning, we're going to expand it into having multiple RAGs, and every RAG we have its own dedicated agent. So they interact with multiple vector databases, and they have different objectives. And they follow the architecture, the old architecture we all know, master-slave. So we have a master agent that orchestrates multiple agents, and those multiple agents interact with different environments and provide executions, processing, storing, and understanding the environment. I'm saying this is vanilla because Gmail and Slack are data is very valuable, but it's not complex. So, in 2005, we're going to witness a big shift between traditional softwares and agentic softwares. And agentic softwares are capable to have data in memory, and not just that, build on top of that data. So the data that you have is going to be augmented every time you train your model, or you let your model, basically your LLM, interact with the environment. And you can give it the parameters that you want. So if you are going, for example, to SUBCOM to learn some courses to get your PhD, and there is, for example, a chemistry class, you're going to have an agent who are very professional in chemistry. Another agent very great at physics. Another agent is great at software engineering. And these three agents will be orchestrated by a master agent, and that master agent will have a PhD level. And this is what we are talking about with deep thinking and reasoning. And I'm going to show you in real life how, for example, DeepSeek is working and reasoning and thinking like a human being. There is a benchmark for how smart they are, and these benchmarks are tied to how PhD students can do well on certain subjects.
And these agents, they interact with different environments. They have interdisciplinary knowledge, which make them sometimes more efficient than humans. And this is why having a PhD is a difficult thing. To have a PhD, you need to have deep knowledge about several areas, and you leverage them into one topic. Now we have softwares that can do that in a few seconds. Of course, after setting them up, which can take weeks and months. Since I use Microsoft Azure, I can show you the novelty. So yesterday, just yesterday, they released Azure Agent Service. If you log in and you pay subscription today, you probably will not find it in the Tunis region. I have another laptop. I work in a bank, and the laptop is French. The IP is France, and we pay for it. We are a partner, so we have access to Azure AI Agent Service. We can build niche agents, for example, to do trading in different markets. We mainly operate in Switzerland, Germany, and France, and it takes hundreds of analysts and traders to gather the knowledge of every market and execute the trades. After the execution of trades, we have also a lot of people, like 100 people, we call them post-trade analysts, to analyze what is happening. Now, the trend is to have agents that can help these humans and be more performant on different markets. And this is just, we went from a vanilla example to here talking about a professional example in an investment bank, European investment bank. So, since I'm trying to be quick, if you don't understand anything, I will be here tonight, probably tomorrow morning. Yes. Any of you can ask any question that you want. And if you have basic concept, if you have basic understanding of reinforcement learning, this will be a big interest to you. So the biggest research field in AI for years has been reinforcement learning, and then deep reinforcement learning. And now we have agents that are built with reinforcement learning to build us more advanced LLMs and RAGs. I will go straight to the workshop and show you something that works in real life. First of all, you can check these platforms. To leverage a RAG, you can build it in-house, which will take months, probably years, because the technology is very complex, and scaling your software will be also complex. In here yesterday on my work laptop, we have the agents. In my personal one, detects a Tunisian IP. I don't have an ISP, so I only have a few new options, like Vector Store, which are the trendy databases. We are no longer talking about SQL databases. We are talking about vector databases, better than graph databases. We are talking also about Azure OpenAI services, and these services are being developed every day. So every week we have a session to just discuss what they've been released and try to implement it in the same week. In here we can see a simple platform, and in here you create your AI projects, and it's specific for LLM RAG projects. Now, if we want to talk about agents, I have this code. It's open source code, and what is simulating is simulating a robot. I'm not an IoT guy, but I know how to deal with data, because besides my AI career, I worked as a data engineer. And if you know how to treat data in IoT, for example, you know how to do it in finance. There will be business knowledge differences, but anybody can upscale. The logic almost stays the same, at least for software engineering aspects. So the idea is, I'm going to build a robot that interacts with an environment, and this robot have multiple sensors. So if you have audio sensors, if you have visual sensors, if you have any type kind of sensors, all this will be fed into a vector store where I can embed the data, put it in a vector store, then be consumed by the LLM.
And this is what basically ChatGPT is doing, not our own end, but this is how OpenAI have trained it. Now, if you work with a company, for example, an IoT company like the one out there sponsoring Kuvoltis, they can fine-tune their LLM using their IoT sensor data and leverage their own RAG. If you feel this is jargon heavy, believe me, this is the easiest I can do. Now, what's going to happen is the agent, let's assume we have a dog. It's called, the workshop is called the blind dog. Now you have a blind dog in a garden, in a park, and he have two things, water or food. And this blind dog need to go through all the park to stay alive. He either eat or drink, and we need to make this dog stay alive. So he have multiple sensors, and he needs to be autonomous. No human intervention, no explicitly encoding his behavior. So if we see Raytheon dogs, if you see Boston Dynamic dogs, it's mostly explicitly encoded and programmed. Now with the new technologies that we can make this system make the evolution by itself is going to be different. This is not linked to Microsoft Azure, but in order to scale it, we need to do something similar. Like, you know, Google Colab is just for experimentation, and I will go straight to the exploration. So, as you can see, my dog is the red dot, and this is a simulation. Water is blue, food is orange, and this is my park. This is the basic concept of reinforcement learning when you have a grid, a policy, and an agent. My policy is, please find the water and the food to eat them, and do that by yourself. And since this is a simulation, we are not using vector databases, which are super expensive. We are not using cutting-edge technology. It's just a simulation to explain what agentic AI means and agentic RAG means. So we're going to see the dog looking for water, and we're going to see it looking for food. And we have rules. Do not go outside the grid, and do not die. So if there is no water, there is no food, the dog is going to die. And the problem with this dog, he's blind. He cannot see. So we need an AI agent that can explore the whole park, get the data from the sensors, process all of that. By the way, this is very expensive and computationally heavy. We're going to skip the expensive part and the computational part and show you what it's doing. I'm going to hit Shift-Enter. My dog starts to walk. So right, right, right. He finds the water. He drinks the water. He's stuck. Now he's not stuck. He goes left, forward, forward, forward. Boom. He have eaten the food. And this is 20 steps. So I have an AI simulation that found the water by itself, found the food by itself, consumed them, and he stayed alive with the resources. So my dog robot can survive in a park by itself. We can apply this to finance. If you are trading in France, you need an agent expert on the French market. If you are trading in Germany, you need an agent expert in trading in the German market. If you want to trade in Tunis, please don't do that. You will lose your money. But also, you can build your agent, but I don't advise it. And that was my first workshop. Without going into the details of the code, it's mostly simulation. Now, who have heard about DeepSeek? Yeah. Okay, we have 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 8, 9. Okay, 9 people have heard about DeepSeek. So, OpenAI spent $7 billion to build us a large language model, and then the Chinese spent so OpenAI $7 billion, the Chinese $7 million. They cut down the cost,
and they do something very genius, and they build DeepSeek, and it's a better reasoning model. So what is a reasoning model? Reasoning model is the more advanced technology than agentic AI. So we have classical machine learning, we have deep learning, and in deep learning we have NLP, and then we have reinforcement learning, and if we combine these technologies together, we can build an LLM, which is a brand new technology. On top of that, the newer one is RAG, then agentic AI, then deep reasoning models. Let's see what deep reasoning model is. It has a reinforcement learning policy to reason by itself, and in this process, it has agents. Every result will be, so the output of an agent will be the input of the other agent. And you have another agent that double check that. So reasoning like a human being is referring to parts of your brain when you know stuff and validated by the other part of your brain when you know other stuff. So the whole thing is influenced by neuroscience, and we call them these expert parts in our brain. In software engineering, we call them agents. So these deep reinforcement learning agents will do something marvelous. So this is the code. It's also open source. They will do something more advanced than NLP, more advanced than LLM, and more advanced than RAG. They will reason. So if you ask the question, and this is a complex question, even a human being, it will take it time to have an answer. And then it answers correctly, 3, 5, 7. And this is a test set. That's why I know it's correct. So it will give you a response, but it will do it like a human being. It will reason. And the word reasoning in here is not a prompt. It's not print. It's actually telling another agent inside the LLM, hey, look and fetch the best information possible for me, and double check it. So it extracts a response, and then it goes into reasoning mode again. Also, the model tell you that he's reasoning. This is not a prompt. It reasons again, and then it gives you an answer, and it keep on fine-tuning its answer until it finds everything correctly. The LLM and RAG have a big problem with numerical data, and is getting better with the reasoning models, which are the AI agents. There is a big, for people who follow the latest research, there is the aha moment. The aha moment is when the LLM was thinking, and for a second he was like, aha, I have a new solution. And it have done it in real life. So these notebooks are called replicating the aha moment, which means replicating having agents that can think like human being. And in here, like you see, the format of reasoning always changes. So it reasons again, and it answers. And that's why we have shifted from traditional, we're going to shift from traditional softwares to agentic softwares. Thank you. If you have any questions, please feel free to ask them now or later. Okay, thank you, Si Muwafaq, for your presentation, your explanations. If there is a question from audience. No question. Yes. One or a half a question. A little one. Okay. نعرفك أنت ما كنت spécialiste donc tu vas تبدأ non. نص question. Bon, merci. Donc il est plus spécialiste que moi, puisqu'il c'est plus avancé que moi. Donc je vous remercie pour cette excellente présentation. Pour moi aussi c'est nouveau. Donc juste une question pour le reinforcement learning. Donc comment se fait le calcul de reward à partir de la réponse d'un agent, sachant qu'il n'y a pas vraiment de métrique pour évaluer si la réponse est vraiment bonne ou pas. Donc on a besoin d'évaluer pour calculer la reward.
Excellent question. I have seen the math equation. It's frightening. I did not understand it. It's like this big, but the technique is called the GRPO. And the GRPO is a big equation that can evaluate the output of every LLM to give it as an input, and this is how it can reason. I wish I can explain the math. It's too complex for software engineer. Thank you. Okay, thank you, سي موفق. My pleasure. يعطيك الصحة. Donc, merci. مازال بحذاني, il est toujours avec nous. Donc, vous pouvez lui poser anytime les questions que vous voulez. Yes. أي question. بالتونسي زاد. No more English. أي يعطيك الصحة. Très bien. Ok, on lui applaudit. Ok, merci. Ok, merci. Donc, كما يقولوا بالتونسي زاد ختامها مسك. Donc, on va passer donc à notre spécialiste dans le domaine SIG, Système d'information géographique, درساف العمري. عمري ولا العمري؟ عمري أنا. اي مازال reste avec nous. قدوة نعطيهم. إذا قبل كي نكملوا نحي اللايف ولا مازلت لايف؟ اي قص والله ما نعرفش والله خلي. جست على ميساج خلي. جست على une photo de groupe. خرج اي مازلت ما تعدتش انت زاد انت من بك ما عندكش شي واحد اوكي استنى توراك عندك HDMI اوكي خلي اوكي شدي البيسي لا عادي ما تستريسيش لا تحبي نبريزونتي بلاصتك انا اوكي سيرج خذ راحتك اوكي دونك avec madame Dursaf donc maître assistante déjà à la faculté des sciences des Beaux-Arts. اوكي لازمك تنحي مود بريزونتاتور من فوق من الواحد الفوق انيماسيون ولا ديابوراما. اوكي انت حاجتك به مود بريزونتاتور ولا عادي؟ علي كومنتير لا عادي اوكي donc madame Dursaf maître assistante à la faculté des sciences des Beaux-Arts. On a travaillé ensemble sur plusieurs projets en collaboration avec déjà 3S. Elle est spécialiste donc dans le domaine des systèmes d'information géographique. Elle met en place des architectures, plein de choses que je ne comprends pas, donc beaucoup de choses. Mais ce qu'on a voulu aussi, c'est d'intégrer de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Qui est vraiment largement utilisé, que ce soit pour les entreprises de télécom ou pour couvrir ou c'est-à-dire mesurer la couverture, etc. Et pour d'autres applications, que ce soit les applications satellitaires. Donc, مرحبا بك, Madame Dursaf. Donc, à vous, تفضل. D'accord. Merci Mohamed pour cette opportunité d'être avec vous pour présenter donc l'apport de... صحيح. C'est bon? C'est bon.
Voilà, déjà, Mohamed m'a présenté. Je suis donc dans sa famille. Vraiment, je suis maître assistante en télécommunication. Je fais partie du laboratoire système de communication. En fait, mes travaux de recherche sont dans le domaine RF micro-ondes. Mais en parallèle, en fait, je suis titulaire d'un master pro en géomatique, système d'information géographique. J'ai beaucoup enseigné donc, cette matière, j'ai beaucoup encadré d'étudiants et du coup, c'est un domaine qui me passionne. En parallèle avec mes travaux de recherche, j'essaie de travailler donc, dans ce domaine de système d'information géographique. Aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement c'est quoi un système d'information géographique, comment on peut mettre en place un tel système et on va discuter ensemble l'apport de l'IA à travers des projets que j'ai réalisés avec mes étudiants. Pour commencer, je vais faire un bref aperçu sur les systèmes d'information géographique. On ne peut pas aborder tout, mais juste les points qu'on va le réaborder avec l'IA. Et du coup, donc je vais commencer par présenter c'est quoi les systèmes d'information géographique. Les données spatiales, c'est la base de ces systèmes-là. Le processus de la mise en place d'un système d'information géographique, les composants, quelques applications et enfin comment on peut intégrer un tel système dans une société. Et du coup, je vais commencer par la question, c'est quoi un système d'information géographique? Donc, pour répondre à cette question, j'ai choisi, il y a pas mal de définitions. J'ai choisi la définition qui a été publiée en 1989 par la Société française de la photogrammétrie et la télétection. En fait, télétection, c'est l'acquisition des images satellitaires. Photogrammétrie, c'est l'acquisition des images, mais à travers les avions. En fait, cette définition, vous voyez bien, donc un système d'information géographique permet à partir de diverses sources, et c'est le point fort et la complexité aussi des systèmes d'information géographique, de rassembler, organiser, gérer, analyser, combiner, élaborer et présenter des informations localisées. Vous voyez, il y a pas mal de verbes. Ouais. C'est ce qu'ils assurent donc les systèmes d'information géographique. C'est le stockage des données, c'est interroger les données à référence spatiale et enfin les visualiser. Les résultats des systèmes d'information géographique, ce sont des cartes. Vous voyez, bon, avec mes étudiants, les premières séances du cours, ils me posent la question, est-ce que c'est une matière de géographie? Eh bien, ce n'est pas de la géographie, ce sont des systèmes d'information. Vous allez voir ça en parallèle avec moi. Donc, les systèmes d'information géographique, ils ont évolué depuis les cartes jusqu'à maintenant des systèmes complexes, surtout liés à la donnée en plus à ces systèmes-là. La base des systèmes d'information géographique, ce sont les données. Les données, en fait, ce n'est pas n'importe quelle donnée, ce sont des données localisables, à référence spatiale. Je vais citer en premier lieu les sources et puis on va présenter les deux catégories donc, de ces données. Vous voyez bien, les données spatiales, on peut les avoir à travers la télétection, GPS, les points, des cartes scannées. Donc, si des cartes qui ont été déjà élaborées, on peut les utiliser dans un système d'information géographique. Les levées topographiques, les géoserveurs actuellement, donc il y a des serveurs qui déploient des données spatiales free, qu'on peut les exploiter donc, dans un projet SIG. Les drones, donc comme vous voyez, il y a une variété. Donc, les images, ce n'est pas GPS. GPS, ce sont des points. Les levées topographiques, ce sont des cartes. Mais c'est quel format? Vous voyez que ce sont des données polyvalentes, mais le point en commun entre toutes ces données-là, c'est la localisation. D'accord? Donc, ces données-là se divisent en deux catégories.
Voilà. La première catégorie, c'est le mode raster. Là, on trouve les images satellitaires telles que les images issues de Google, Google Earth, les images scannées, les photos, l'autophoto donc acquise par les avions, des images qui résultent de la classification. Donc, vous voyez bien, ce sont des images. Donc, juste, on peut voir la localisation, c'est une localisation visuelle. La deuxième catégorie, c'est la plus utilisée, c'est là où on peut l'utiliser pour mettre en place vraiment des systèmes d'information géographique, c'est le format vecteur. En fait, les formats vecteurs, les données spatiales ont trois types, soit point, soit ligne, soit polygone. C'est-à-dire, par exemple, une antenne BTS. On peut, avec certaines échelles, la considérer comme point. Les routes, on peut les considérer comme donc, des lignes. Les bâtiments, des polygones. En fait, ces trois types sont stockés dans un fichier particulier qui est le shapefile. Le shapefile ou bien le SHP, c'est un fichier qui a été créé par Esri. Donc, un fichier doit contenir un seul type. Donc, soit un des trois types déjà mentionnés, mais ça ne s'arrête pas là. Avec chaque fichier, chaque information spatiale, on a une table attributaire. Et c'est là où on parle des systèmes d'information. En fait, la localisation, avec la localisation, on peut ajouter des données qui décrivent cette entité spatiale, BTS, quelle est la puissance, la portée de l'antenne. Donc, on peut ajouter des informations supplémentaires qui décrivent, donc, et là où on peut élaborer des requêtes, on peut interroger donc, ces données-là. Mais encore, les fichiers, voilà, les données attributaires, c'est un fichier à part associé au shapefile. Donc, le shapefile, c'est la géométrie. Le DBF, c'est la table attributaire. Mais encore, ça ne s'arrête pas pour l'information spatiale. On a encore un fichier particulier qui est la projection. En fait, la projection, c'est la localisation. Je suis ici, quelles sont les coordonnées de ce point-là? Vous voyez, c'est ça la partie compliquée d'un système d'information géographique. Est-ce qu'il y a une seule position? Est-ce qu'on a un point peut être présenté par uniquement un seul repère? Eh bien non, on a beaucoup de repères. Et du coup, donc, les données issues, comme vous voyez là, des diverses sources, pour qu'elles soient superposées, doivent appartenir au même repère. En fait, pourquoi je présente les données? Pour que vous puissiez comprendre le processus de la mise en place d'un cycle, la complexité, et puis où exactement l'IA intervient pour résoudre, alléger ce processus-là. Donc, comme vous voyez bien, les différentes sources d'acquisition de données se groupent en deux catégories. Les images raster et les données déjà qui sont en format vecteur. Les GPS, en fait, ce sont des points. Les levées topographiques aussi, ce sont des cartes, c'est le format vecteur. Donc, je vais commencer en premier lieu par, je suppose que mon projet, il va contenir toutes ces sources-là. Donc, en premier lieu, je vais traiter à part les images. Les images, ce sont des images format raster. Pour que je puisse les utiliser dans un cycle, je dois les affecter à un repère. Et c'est l'étape du géoréférencement. Affecter un repère, ça ne veut pas dire que là, l'image a été positionnée correctement dans le lieu exact. Pour pouvoir la localiser exactement, on doit ajouter le géoréférencement qui est le calage. Donc, on doit mettre exactement l'image dans sa place exacte, d'accord? Et par conséquent, on va lui affecter un repère et donc on peut l'utiliser. Et cette image-là, c'est une image, donc toutes les informations sont stockées sous format raster, ce sont des pixels. Pour pouvoir les utiliser dans un système d'information géographique, on doit passer par la numérisation. La numérisation consiste à quoi? C'est exactement comme si on a un calque et on va tracer tout ce qui existe dans cette image-là. Les routes, on va les mettre dans un calque à part. Les polygones dans un autre calque. Et du coup, chaque information, elle va être présentée par une entité spatiale, d'accord? Donc, une information
une couche, donc un de ces trois types-là. Et du coup, cette étape-là, elle prend beaucoup de temps. D'accord? C'est un travail vraiment qui nécessite du temps, qui nécessite vraiment beaucoup de patience, puisque c'est retracer donc le contenu. Mais le résultat d'une image qui est un seul bloc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plusieurs entités. Je vais déjà vous présenter à la fin un projet qui a été réalisé par une étudiante dans le cadre de son projet de fin d'études. Ces entités qui ont été dégagées de l'image satellitale avec déjà un repère, puisque dès le départ j'ai affecté le repère, vont être superposées avec les images issues, les points issus du GPS, superposés tant que j'ai un repère, donc je peux le faire. Même si les coordonnées GPS sont dans un autre repère, le WGS, on peut faire une transformation vers le repère que je l'utilise. Ce sont des opérations mathématiques. Aussi, je peux superposer les données qui sont issues des levées topographiques. Et du coup, vous voyez bien, enfin, j'ai une base de données spatiale. Cette base de données spatiale, elle est soit des fichiers SHP, avec leur table DVF, avec la projection, soit une base de données stockée dans un SGBD spatial tel que le PostgreSQL avec sa composante spatiale ou bien Oracle avec sa composante spatiale. Et du coup, une fois on a fait donc le stockage de ces données-là, c'est la partie la plus importante d'un cycle, c'est comment l'exploiter, comment interroger un système d'information géographique. À l'interroger, c'est à travers l'analyse spatiale. L'analyse spatiale, c'est quoi? C'est former des requêtes. Ces requêtes-là vont faire l'objet des cartes qu'on va donc l'utiliser, l'exploiter. Ici, l'analyse spatiale, ce n'est pas une tâche aussi facile, puisque je suppose que vous avez touché, vous tous, les requêtes SQL. On peut trouver des requêtes SQL ici, mais on a des opérateurs purement spatiaux qui se basent sur la localisation. Et du coup, donc, formuler une requête correctement et avoir un résultat correct, ça prend du temps. On doit toujours vérifier est-ce que c'est correct le travail qu'on est en train de le faire. Toute cette phase-là, elle s'appelle l'analyse spatiale. Voilà donc un projet. En fait, cette carte, elle représente BISERT. Vous voyez les différentes couches. Chaque couche, c'est une entité spatiale qui a été numérisée. Est-ce qu'on a utilisé une seule source? Non. On a travaillé avec le plan d'aménagement de BISERT, fourni par la municipalité de BISERT. On a travaillé avec des données, tout ce qui est les boîtes, voilà, les armoires réseau, en fait, ce sont des données fournies par Tunisie Télécom. Orange nous a fourni des données. Les stands qui sont présentés, c'est l'étudiante qu'elle a passé sur place pour prendre leur localisation. Et du coup, c'est un travail très dur. Enfin, avoir ce résultat-là, bien sûr, cette base de données, on peut l'interroger pour visualiser un nombre illimité de cartes. Ouais. Je visualise deux couches, une carte. C'est ça le point fort des systèmes d'information géographique. Donc, dans tout domaine, on peut donc trouver ce type de système d'information. Juste avant de passer, vous voyez bien, c'est le fichier. Et ici, j'ai choisi une table attributaire pour voir qu'avec la localisation, l'analyse spatiale repose sur les données supplémentaires qu'on les ajoute. Donc, les composants d'un SIG, vous êtes d'accord avec moi, ce sont les données, particulièrement les données spatiales, logiciels. On ne peut pas faire tout ce travail-là sans utiliser un logiciel SIG. Les logiciels SIG se divisent en deux catégories. On a des logiciels payants, tels que l'ArcGIS, développé par Esri. La licence, elle est coûteuse. Mais on a aussi le logiciel QGIS, c'est un logiciel gratuit et qui peut assurer presque les mêmes fonctionnalités que le logiciel ArcGIS.
Et puis, on a le matériel, là où on va stocker la base de données spatiale, le savoir-faire. En fait, c'est pas, un informaticien ne peut pas faire ce travail-là. Il y a certains savoir-faire pour pouvoir insérer, pour pouvoir manipuler les données à référence spatiale. Et enfin, les utilisateurs, quel est le public cible? On va déployer ce projet SIG vers quelle catégorie d'utilisateurs. Donc, un SIG, en fait, un projet SIG se compose de 5 A. La première, en fait, lettre A, c'est l'abstraction. Avant donc de créer les entités, on doit faire une conception. Les entités que je vais choisir, on doit les identifier. On va travailler en se basant sur quelle échelle, puisque l'échelle est très importante. Voir un arbre avec des grandes échelles, on peut l'avoir sous forme d'un polygone ou bien on peut l'avoir sous forme de points. Les routes, si on augmente l'échelle, on peut les voir sous forme de polygone. Si on diminue l'échelle, on peut les voir sous forme de route. Et du coup, la phase d'abstraction, aussi la zone d'étude. La zone d'étude, elle fait la différence puisque les projets SIG, ce sont des projets purement réels qui présentent vraiment une réalité, le terrain, qu'est-ce qu'il existe dans le terrain. Et du coup, la zone d'étude, elle doit être identifiée, l'échelle de travail, la problématique à traiter. Et enfin, donc, on peut avoir la conception avant de passer à la phase suivante qui est l'acquisition de données. L'archivage, ensuite, c'est l'élaboration de la base de données spatiale. L'analyse, c'est interroger cette base de données. Et enfin, l'affichage, le résultat, ça va être sous forme de cartes. Vous voyez ici les domaines d'application. Les systèmes d'information géographique touchent tous les domaines. D'accord ? En télécommunication, on peut, avant de mettre en place des équipements, donc on peut faire la phase de planification. Les murs, ce sont des obstacles. Déjà, on a fait l'année dernière, donc on a appliqué ça lors d'un projet de fin d'études pour voir l'effet des murs, la localisation sur les signaux, le tourisme, marketing, la planification urbaine, si on parle actuellement des smart cities, le transport, géologie, vous voyez, tout domaine, la santé aussi, les pandémies, donc pour les localiser. Actuellement, on est en train de passer vers un flux massif de données spatiales. D'accord. Quand j'ai commencé donc, mes travaux avec les systèmes d'information géographique, la source, notre unique source, c'était une carte scannée de l'OTC. Actuellement, il y a des serveurs qui nous fournissent des données, des shapefiles. Vous voyez, c'est juste, on doit voir, est-ce que c'est la zone d'étude, elle est couverte, quels sont les serveurs qui nous permettent d'avoir ces données-là. Oui. Donc actuellement, les choses ont devenu plus faciles et donc le SIG, on peut le trouver dans tous les domaines. Donc comme vous voyez ici, c'est juste une petite réflexion pour ceux qui veulent intégrer leur projet, voilà, mettre en place un projet SIG. En premier lieu, donc, doivent identifier le but, l'objectif. Identifier le but, l'objectif, en fait, la zone d'étude, c'est pour pouvoir identifier la source. Un projet SIG sans données spatiales, on ne peut pas le mettre en place. On doit avoir les données spatiales. Oui. Les données spatiales se divisent en deux catégories. Il y a les données gratuites, il y a des données payantes. Oui. Aussi, quelle technologie on va choisir? Est-ce qu'on opte pour des solutions free? Est-ce qu'on opte pour des solutions payantes? Oui. Et par conséquent, on passe au B, le coût. Un projet SIG, donc on doit bien étudier le coût, former les employés, c'est le savoir-faire, c'est pas n'importe qui peut mettre en place un tel projet. Aussi, comment l'intégrer dans un système d'information actuel, si on parle d'une société qui déjà dispose de son propre système d'information, puisque la carte que j'ai présentée tout à l'heure, c'est un projet SIG bureautique.
un projet bigrotique, donc on peut l'interroger uniquement à travers un logiciel SIG. Si donc on veut l'intégrer dans un système d'information, on pense vers le web. Donc c'est le web mapping, le SIG via le web. Le SIG via le web, dans quelle technologie une société elle utilise. Et du coup, c'est très important d'identifier ça avant la mise en place du projet. La sécurité de données, bien sûr, la mise en place, donc la mise à jour, et enfin l'accès au SIG. D'accord. Bon, la tendance, je vais être rapide. Les tendances et les technologies émergentes, vous voyez bien, actuellement, il y a le SIG est couplé à l'IA et je vais vous présenter brièvement ça. Le cloud, donc les clouds actuellement tels que l'Amazon, Google, l'OpenStreetMap qui représente un cloud gratuit où sont les données spatiales sont stockées. Avec le repère, avec les coordonnées, on trouve tout. Donc, je dis cloud, donc on peut visualiser ces données-là. Et cette tâche, c'est pas aussi facile. On doit avoir les outils pour pouvoir le faire. L'IoT, déjà, on a fait ensemble l'année dernière un projet. On a mis, donc, avant de tester les équipements, les on-device, le gateway, on peut visualiser le signal avant donc de mettre en place la solution. On peut utiliser donc les systèmes d'information géographique. SIG et réalité augmentée. Et ben, actuellement, les projets, par exemple, tout ce qui est assainissement. On ne peut pas voir le réseau d'assainissement, mais avec la réalité augmentée, on peut le faire. Ou déjà, bien sûr, en Europe, en Amérique, sont plus développés que nous. Ils ont élaboré donc ces projets-là. Je vais maintenant attaquer la partie SIG et IA. Donc, j'ai voulu faire cette introduction pour voir exactement le plus. L'IA, maintenant, elle se trouve partout, mais parfois, et je vais vous présenter ça, on peut chercher une autre solution que l'IA. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'intelligence artificielle, donc c'est bon, on doit passer par ce domaine-là. Et du coup, vite fait, ce domaine-là, il est nommé GeoIA. GeoIA, c'est le mariage entre le système d'information géographique et l'intelligence artificielle. C'est un nouveau domaine. Comme vous voyez bien, il attaque, donc je ne vais pas présenter ça, mais plutôt l'IA, elle peut toucher l'acquisition de données, l'amélioration de la qualité de données, l'analyse spatiale, la formulation des requêtes, et les requêtes, particulièrement les requêtes spatiales, les analyses spatio-temporelles, et enfin les smart mapping. Smart mapping, ce sont les tableaux de bord cartographiques qu'on le trouve actuellement. Et du coup, donc, la contribution de l'IA dans les SIG, c'est la création de la base de données, la phase de numérisation. Cette phase qui est pénible, est-ce que l'IA, elle peut nous aider à alléger cette phase-là? Eh bien, oui, on peut le faire. D'accord. Aussi, on peut la prédiction. Lorsqu'on parle des images satellitaires, ce sont des images spatio-temporelles. Donc, on peut suivre des phénomènes et on peut les localiser. Et bien, l'IA peut nous faire des prédictions en se basant sur des données spatio-temporelles. Elle peut chercher des corrélations entre ces différentes données-là. Aussi, donc, avec l'IA générative, est-ce que le ChatGPT peut intervenir? Eh bien, Esri, oui, elle a fait ça. Donc, au lieu de formuler des requêtes, juste un prompt, on pose la question et directement on peut trouver le résultat de la requête sous forme donc d'une carte. D'accord. Donc, cette requête, elle va être reçue par la table attributaire, elle va être exécutée et le résultat sera affiché sous forme de carte. Et enfin, c'est GeoIA, est-ce qu'elle peut intervenir avec les nanosatellites? Oui. D'accord. On peut donc, je vais vous présenter ça. Durant cette présentation, je vais présenter aussi les limites, les défis et les perspectives. Je vais commencer par notre souci,
c'est la mise en place d'une base de données spatiale. C'est cette phase de numérisation. Le deep learning peut alléger cette phase-là. Je vais vous présenter ça à travers 2 études de cas. La question, donc, vous voyez ici, l'image satellitaire suivante, c'est une image issue de Google Earth. C'est une source gratuite, à la portée de tout le monde. Pourquoi j'insiste sur les sources gratuites? À l'échelle nationale, d'accord, toujours on opte pour des solutions gratuites. D'accord. On peut utiliser l'IA avec des images satellitaires payantes, mais sans cher. D'accord. Les modèles vont fournir des résultats meilleurs, mais on va payer. D'accord. Au niveau national, on opte pour des solutions gratuites. D'accord. Mais on va investir un peu plus dans le développement. Et du coup, l'input interne, c'est cette image satellitaire. Est-ce qu'on peut arriver à mettre en place une telle base de données avec les différentes couches, comme vous voyez ici? Donc, je vais vous présenter un projet qui a été réalisé dans la zone d'études et Ras Jbal Benzart. On a juste voulu détecter 3 entités. Les zones urbaines, ce n'est pas les bâtiments, les zones urbaines, d'accord? C'est-à-dire tout un quartier. Les zones vertes et la mer, puisque déjà, Ras Jbal déjà a toute une plage. Le pipeline de notre projet était le suivant. En se basant uniquement sur des images de Google Earth, on a fait un pré-traitement de ces données-là, et puis on a utilisé le modèle Deep Learning CNN, particulièrement Lunette. Le résultat fourni, en fait, ça va être un fichier PNG. Mais un fichier PNG ne va pas résoudre le problème, puisqu'on opte vers quoi? Vers un format vecteur, un fichier SHP. Et donc, ce fichier PNG, on l'a transformé vers un format SVG. Le format SVG, on l'a transformé. En fait, ce n'est pas compliqué, les transformations, ce sont des requêtes simples. Vers le format SHP. Et le format SHP, on a pu donc l'exploiter avec le logiciel QGIS. Vous voyez? Et donc, on a pu faire l'acquisition. Est-ce qu'on a abouti à des résultats vraiment, on a pu vraiment détecter les entités? Eh bien, je vais vous présenter, non. Voilà, pour la simple raison que la base de données qu'on a utilisée, elle n'est pas volumineuse. Vous voyez, puisque le projet il a été réalisé dans le cadre d'un PF Master Pro avec une durée limitée, donc on n'a pas pu donc acquérir. Déjà, vous voyez ici une image satellitaire pour qu'elle peut être utilisée donc dans notre modèle. On doit passer par une phase de labellisation. D'accord, on a utilisé le label MI. Cette phase de labellisation, elle nous prend beaucoup du temps, mais aussi la qualité d'image. On peut tomber sur des images avec les nuages, d'accord, avec des couleurs, une luminosité qui peut cacher donc l'information spatiale. Voilà le résultat de l'étiquetage, c'est un fichier JSON. Vous voyez une image avec le masque et avec un fichier JSON. On l'a injecté dans le modèle UNET et on a donc obtenu le résultat suivant. Vous voyez bien, on a pu détecter la mer, mais en ce qui concerne les zones d'habitat, non. Et c'est totalement logique puisque on n'a pas, comme j'ai mentionné, on n'a pas vraiment une base volumineuse. Est-ce que c'est un résultat encourageant? Oui. Oui, puisque si on augmente la base de données, si on améliore la qualité des images, on peut donc aboutir à des entités spatiales sans faire la numérisation. Aussi, je vais vous présenter un autre projet, c'est la détection des routes.
Voilà, donc comme vous voyez ici, les images, les masques, on a utilisé la même architecture et voilà, donc les résultats qu'on les a obtenus aussi, ce sont des résultats donc, encourageants, qu'on peut les améliorer. Déjà, le modèle avec le nombre d'images, ça m'a réduit. Pour un modèle, pour l'architecture innate, on a pu obtenir ces lignes qui représentent donc les routes. En fait, la visualisation 3D, est-ce qu'on peut donc utiliser l'IA pour faire une visualisation 3D? Eh bien, oui, on a essayé de faire ça avec la même source. Qui m'a raconté comme déjà, j'opte toujours pour les images gratuites et les images de Google. Donc, l'objectif pour faire la visualisation 3D avec les entités spatiales, donc on doit avoir le bâtiment et puis l'auteur. Donc, on a deux défis. Le bâtiment et donc l'auteur pour pouvoir donc faire la visualisation 3D. Voici le pipeline de notre projet. Est-ce qu'une image Google Earth, elle suffit? Eh bien non, puisque l'image Google Earth, c'est le 2D. Donc, on a besoin d'une autre information supplémentaire pour avoir le 3D. Donc, on a utilisé une autre source. On a couplé donc, les images satellitaires avec une autre source liée à l'OpenStreetMap. L'OpenStreetMap Building, c'est une source gratuite qui permet la visualisation en 3 dimensions. Les images, donc, les données issues de OpenStreetMap avec les images satellitaires, on a fait donc le traitement et puis le pré-traitement de données et puis l'apprentissage. On a utilisé le modèle MASC RCNN qui a prouvé sa robustesse. Donc, on a comme sortie un fichier JSON qui contient l'entité spatiale qui représente le bâtiment avec l'auteur, qu'on a intégré cette donnée-là dans un logiciel SIG, le QGIS, et on a trouvé donc ce résultat-là. Juste à titre d'information, l'OpenStreetMap, vous voyez ici, c'est la couverture, c'est le centre-ville. Donc, vous voyez l'hôtel Africa. Vous voyez avec moi que l'OpenStreetMap ne donne pas une visualisation 3D de tous les bâtiments. D'accord? Donc, on a essayé de travailler avec ces données-là qui sont, vous voyez, la Tunisie, on a uniquement 318 bâtiments, Tunis 314 bâtiments et ainsi de suite. Donc, on a essayé de couvrir tous les bâtiments qui ont été visualisés en 3D avec l'OpenStreetMap. Voilà, donc ici, c'est le bâtiment de 3S. Avec, vous voyez l'auteur du bâtiment, avec déjà la description, vous voyez en arabe le 3S, avec les coordonnées du bâtiment, ce sont donc fournis par l'OpenStreetMap. Pour nous, ce sont des données, d'accord? Voilà, donc on a utilisé le Label Studio pour coupler les deux informations, l'auteur avec le contour. Et donc, comme vous voyez ici, on a un fichier JSON qui représente le contour. Le contour, c'est le 2D, d'accord? C'est l'entité spatiale, c'est le bâtiment, avec l'auteur pour chaque bâtiment. On a injecté donc ce dataset dans notre modèle MASC RCNN et on a pu on a testé donc ce modèle avec vous voyez l'FSB. Tout ce qui est rectangulaire l'a été détecté, mais juste le grand amphi, puisque la forme elle est hexagonale, donc le modèle n'a pas pu reconnaître cette forme-là. C'est juste puisqu'on a encore besoin d'améliorer, d'augmenter les données. Comment augmenter les données? En fait, on a un projet de recherche qui va être lancé bientôt pour ajouter le 3D
avec la localisation. En fait, on doit passer donc par une autre solution pour enrichir le dataset. Ce n'est pas une image qu'on va la capturer de Google Earth. On doit avoir l'auteur exact. D'accord. Donc, à ce niveau-là, vous voyez le fichier JSON, il a été GeoJSON plutôt, il a été donc converti avec une simple requête vers un fichier SHP. Et le fichier SHP, vous voyez bien, c'est l'FSB. Ce sont les bâtiments de l'FSB. Et du coup, donc, vous voyez, en se basant sur l'attribut auteur, on a pu visualiser les auteurs des différents bâtiments de l'FSB. Donc, vite fait, donc, je vais citer juste l'apport. La classification, on peut utiliser l'IA avec la télédétection pour faire la classification. La télédétection, ce n'est pas les images de Google Earth. La télédétection, c'est cette image-là fournie par le satellite. C'est une image qui représente que des niveaux de gris. D'accord. À partir de ces niveaux de gris-là, on doit déterminer les bâtiments. Il y a tout un travail. Donc, ce travail peut être effectué avec machine learning en se basant sur des algorithmes supervisés, non supervisés. Aussi, on peut utiliser le deep learning pour faire cette classification. Aussi, on peut utiliser l'IA pour le nettoyage automatique de données, se débarrasser des données manquantes, des données aberrantes. On peut aussi faire des fusions, donc des données spatiales, comme aussi on peut utiliser l'IA pour améliorer. Mais à ce niveau-là, en fait, ce travail-là, il a été déjà publié. Donc les auteurs, ils ont utilisé le CNN pour supprimer l'ombre des images satellitaires. Mais je partage avec vous l'expérience de fait de chercher à détecter des entités spatiales. Et pour détecter, donc on doit créer encore un nouveau dataset pour se débarrasser des ombres. C'est un travail énorme. Et on peut le remplacer. La détection et la suppression de l'ombre, elle peut être effectuée avec les techniques de traitement d'images. Pourquoi on fait appel à l'IA? Vous voyez? Donc l'IA, c'est pas toujours... On doit penser un peu, les outils MTAN. Ici, le nettoyage automatique, la fusion, on peut les faire avec les outils, nos propres outils. Et on peut gagner beaucoup de temps, puisque faire tourner un algorithme deep learning, doit avoir une base volumineuse, un dataset pour avoir un résultat. Et du coup, donc, on doit réfléchir un peu avant d'appliquer ces modèles-là. Personnellement, pour pouvoir, mon objectif, c'était de détecter les entités spatiales. C'est l'objectif. J'opte à mettre en place une base spatiale qui couvre la Tunisie, d'accord, puisque les municipalités de la Tunisie galèrent encore. Juste une seconde. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas encore une couverture spatiale. Donc, je suis en train de travailler avec mes étudiants d'exploiter l'IA pour mettre en place une base de données spatiale qui couvre la Tunisie. Et du coup, donc, on a commencé à faire l'acquisition des images, mais les images satellitaires, on va les corriger avec les techniques de traitement d'images. Et déjà, c'est un travail qui a été effectué dans le cadre d'un master de recherche et on a abouti à des résultats encourageants. Donc, on peut faire du traitement d'images, on peut corriger, supprimer les ombres, supprimer les véhicules, corriger la luminosité et puis utiliser les images corrigées comme input dans le modèle Deep Learning. Voilà, donc vite fait, apparemment le temps ne va pas me suffire pour présenter cette partie. C'est l'apport du SIG, de l'IA pour les données spatio-temporelles. D'accord, les données spatio-temporelles, donc on peut utiliser l'IA pour faire des prédictions. Donc, ça va me prendre du temps. Je vais m'arrêter. Je termine, je m'arrête. أعطينا الريزلتا. Bon, le résultat, juste pour comprendre le résultat, est-ce que vous avez une idée sur les séries temporelles? C'est quoi une série temporelle? En fait, les séries temporelles, ce sont des variables aléatoires qui ont des valeurs indexées par le temps.
D'accord? Et si Siri il a une variation, tant qu'on a l'historique, est-ce que l'historique il nous permet de prédire le futur? Vous voyez, c'est le principe des séries temporelles. Si on ajoute une composante supplémentaire, la localisation, donc on va trouver des données spatio-temporelles. Il y a une corrélation entre l'espace et le temps. Vous voyez? Et donc, cette corrélation, si on arrive à l'analyser, d'accord, vous voyez, si on arrive à dégager, ou à quantifier la corrélation entre l'espace, le temps et les variables qu'on est en train d'analyser, on peut faire des prédictions. Ces prédictions peuvent être utilisées dans pas mal de domaines, les météos. Donc, on peut donc prédire les catastrophes, l'inondation, donc on peut l'utiliser. Même l'avancement urbain, donc on peut prédire les zones urbaines, l'étendue des zones urbaines futures. En fait, ces applications, ce sont des séries spatio-temporelles, voilà. Donc je vais sauter sur tout ça. Juste avant de terminer donc, cette présentation, l'analyse spatiale que j'ai évoquée, c'est formuler des requêtes et visualiser ces requêtes sous forme de cartes. ISRI a pu intégrer le ChatGPT dans son logiciel et directement à partir d'un prompt, juste une question, donc quelles zones sont les plus vulnérables. Donc le résultat, ça va être sous forme de carte. Mais ici, les produits sont payants. Il y a actuellement une autre solution, GIS-GPT. Lorsqu'on essaie de se documenter sur cette solution, c'est le GIS à travers les prompts. Donc on trouve, il faut formuler des requêtes, faire de l'analyse spatiale, mais est-ce que c'est vraiment, on peut faire ça avec cette solution, vu la complexité des données spatiales, vu qu'on va interroger une information particulière? Eh bien, j'ai testé cette solution, vous voyez, j'ai posé la question, j'ai donné donc, à GIS-GPT une image qui représente une zone là où on a un réseau routier. Vous voyez? Et j'ai demandé, est-ce qu'on peut reconnaître, est-ce que tu peux me tracer les routes? Vous voyez qu'est-ce qu'il m'a tracé? Il a détecté là où il y a un contour, il a détecté. Et il se base sur le masque RCNN. Donc, on ne doit pas donner confiance à cet outil-là. J'ai essayé beaucoup de requêtes. J'ai voulu mettre cette requête puisque le résultat vraiment est attirant. Ce sont les routes, non, ce n'est pas des routes, ça. D'accord? Donc, on ne doit pas donner confiance à ces outils-là. Le smart mapping, en fait, ce sont les tableaux de bord cartographiques. Ces tableaux de bord cartographiques, en fait, intègrent des moteurs de requête. Ils peuvent faire l'insertion, la visualisation des données spatiales à temps réel. C'est la nouvelle tendance actuellement. Voici un tableau de bord qui a été développé par un de mes étudiants qui visualise les données météo océaniques pour la zone de Monastir. Ces données sont visualisées à temps réel dans une base de données PostGIS, PostgreSQL. On peut les interroger, on peut les visualiser. C'est un travail vraiment magnifique. مش على خاطر l'étudiant بتاعي mais على خاطر dans le temps c'était trop compliqué d'avoir cette solution via le web. D'accord? Mais on a pu le faire, un fichier NetSDF, à temps réel, on peut donc le stocker, le transformer dans la base de données et visualiser le résultat, interroger aussi le résultat, c'est très important. Voilà donc les nanosatellites, je vais sauter ça. D'accord? Voilà. Les outils qu'on peut les utiliser, voilà les différents outils. Juste, il faut faire attention pour mettre en place. Donc, pour utiliser cette GeoIA, vous devez disposer vraiment d'une base de données volumineuse. D'accord? Vous devez travailler beaucoup sur le dataset. D'accord? Aussi, on a des défis éthiques. L'information spatiale, c'est une information précieuse. En fait, Google a mis à la disposition d'Israël le dataset, le cloud, avec les données spatiales. Et on a vu tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec ces données à Gaza.
En fait, c'est les données spatiales, c'est donc le cloud de Google. Google, donc, elle stocke toutes nos données avec la localisation. Ce n'est pas uniquement les données, avec la localisation spatiale. Donc, ce domaine-là doit être bien révisé, les règlements, les éthiques. Voilà, donc les perspectives. On peut trouver l'IA avec le SIG dans plusieurs domaines tels que l'IoT. On peut faire des cartographies à temps réel, des tableaux de bord dont l'information est visualisée à temps réel. On peut utiliser ça pour aller mettre en place donc, les villes intelligentes. Voilà, merci pour votre attention. Merci à Mohamed pour sa patience. Ok, merci Madame Dorsaf. Je sais bien que vous avez fait énormément d'efforts pour la présentation, pour essayer de partager avec nous toutes ces informations. Prochainement, on vous donnera plus du temps. Et surtout que l'année prochaine, on revient, Inch'Allah, à mars. Inch'Allah, نرجع لمارس بعد ما عادش باش نعملوا في افريل. ما عادش نعملوا في فيفري. اما الصغار بطبيعه باش يولوا ديما يجوا معنا معناها. حتى في فيفري ولا في مارس مش مسايبين لا يعطيك الصحة درساف بلا بريزونطاسيون زربناك ذولي شوية في الوقت وليت تلهث اللي دارير سينو انا ذولي جيتي في التيز نتاعك ولا لا في جوري نو في سامع l'RF, c'est un domaine pas de Barcha. Et justement, pour te dire, est-ce que tu continues la recherche sur l'RF ou tu as complètement basculé avec le GIS? Je n'ai pas basculé. J'ai déjà des thésards que je suis en train de les encadrer. Je travaille encore avec Sitafir Laghili. J'essaie d'avancer lentement vers l'habilitation. Non, je n'ai pas abandonné. Je travaille encore au laboratoire Syscom. Tout ce que j'ai présenté, c'est à la FSB. C'est des projets, quoi. Ce sont des projets de fin d'études. En fait, à l'FSB, j'enseigne des matières bien ciblées. Il y a tout ce qui est le noyau mathématique, la modélisation probabiliste pour le master recherche informatique, les fondements mathématiques pour le master Donc, data le science. GIS pour toi, c'est le côté applicatif de l'intelligence. Donc, chaque année, j'ai des masters pro. Les projets que j'ai présentés, ce sont des masters pro, data science et télécom. Aussi, la correction des images satellitaires, c'est un projet de recherche qui a été soutenu cette année. Donc, en parallèle à la FSB, donc, je fais des travaux de recherche dans le domaine SIC. À l'INIT, je travaille avec Sitafir, donc dans l'RF, les antennes. D'accord. Voilà. Félicitations et bon courage. Merci, monsieur. Merci, Sirida. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc, يعطيك الصحة درساف. Je vous remercie. Merci. يعطيك الصحة. Donc, يعطيكم الصحة أنتم زادة الكل. Donc, rapidement. مازال عندنا غدوة، مازال عندنا الهاكاثون، مازال عندنا لي بوستير، هنا انكور 10,000 دينار تستنى 10 ملايين باش نروح انا بها من بعد. دونك ما نعرفش جو سي با. دونك جيست اون فا باسي رابيدمون قبل ما تظلم الدنيا نعملوا تعيطوا لي فامي اللي جاب